Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce printemps des territoires. On va parler durant ce prochain atelier du déploiement et du financement des bornes électriques avec mes invités. Nous avons Sophie Huet qui est la responsable d'investissement infrastructure et mobilité à la direction de l'investissement de la Banque des territoires. Et puis j'ai à mes côtés Rita Soukar qui est chargée d'investissement infrastructure et mobilité. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue aussi à vous donc à ce printemps des territoires. Premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France, la question climatique passe nécessairement par la décarbonation du secteur des transports, dont le passage électrique est l'une des solutions. Qui dit acquisition de véhicules électriques dit bien évidemment solution de ravitaillement et l'on commence à voir apparaître dans nos territoires de proximité des stations électriques. À quel type d'usage correspondent-ils? Quelles sont les ingénieries de projet et modes de financement adaptés? Autant de questions auxquelles nous tentons de répondre durant cet atelier. Et d'ailleurs, je précise que vous pourrez poser des questions tout à l'heure donc à mes deux invités. Comment on va en fait améliorer et permettre le déploiement des stations électriques et accélérer la transition de son territoire vers la mobilité électrique. Sophie, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux enjeux pour le secteur des transports? Merci Géraldine, bonjour à tous. Donc les enjeux sont bien connus, mais il n'est pas inutile de les rappeler vu l'ampleur du virage vers l'électrique. Donc tout d'abord l'enjeu climatique, puisque le secteur des transports représente 29% des émissions en France. 96% proviennent du secteur routier et les 2 tiers proviennent des véhicules utilitaires et des voitures de particuliers. Ce secteur a besoin d'être décarboné massivement parce que c'est aussi le seul secteur qui n'a pas réduit ses émissions depuis 1990. Et donc, il y a un vrai enjeu pour aller vers des transports moins émissifs. Et l'électrique est l'une des solutions. Ce n'est pas la seule, mais c'est une solution très importante pour la France. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de politique de santé publique lié à la qualité de l'air, puisque les transports sont responsables de 50% de la pollution de l'air, que ce soit les particules fines, l'ozone, le dioxyde d'azote, autant d'éléments qui sont nuisibles à la santé, parce que soit cancérigènes, soit entraînant des difficultés respiratoires. Et ce sont 48 000 morts prématurées qui sont à déplorer tous les ans, avec une perte d'espérance de vie qui n'est pas neutre, de 2 à 3 ans. Sans parler des nuisances sonores. Troisième enjeu, c'est l'enjeu social. Le poste budgétaire numéro 2 pour les foyers, c'est l'automobile, après le logement. 1/4 de nos concitoyens habitent dans des zones à faible densité, ce qui les oblige à avoir un moyen de mobilité. Et la voiture n'est pas toujours remplaçable. Et puis, le baromètre WeMove de mars 2022 a décelé de la précarité mobilité, avec plus de 4 millions de personnes qui n'ont accès ni à des abonnements, ni à des équipements pour se déplacer. Donc on voit qu'il y a un contenu social aussi tout à fait important. Et puis, dernier enjeu, c'est l'enjeu industriel. Ouais, c'est quoi justement cet enjeu industriel? Eh bien, aujourd'hui, la France reste à la tête d'une puissante industrie automobile, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement un véhicule sur 5 est produit en France, contre 1 sur 2 il y a 20 ans, et qu'il y a eu des pertes d'emplois très importantes. L'Observatoire de la métallurgie craint une perte de 100 000 emplois sur le bassin de 200 000 salariés que constitue aujourd'hui l'industrie automobile. Donc, cette obligation de décarboner est aussi une chance pour réinventer l'industrie, passer à l'électrique, utiliser de nouvelles motorisations, de nouveaux combustibles, toute la chaîne de batterie. Donc en un mot, tant pour les équipements que pour les services, pour la plupart digitaux qui vont y être associés, c'est une façon de pouvoir aussi recréer de l'activité et de l'innovation dans les territoires. Donc la filière électrique, les véhicules, mais aussi les stations d'avitaillement, est au cœur de toutes ces transformations. On comprend que la question des transports compense donc de nombreux enjeux, vous les avez exposés, dont la question climatique. Quelles sont les principales politiques publiques concernant le véhicule électrique? Alors, par rapport aux politiques publiques, l'État a mis en place un cadre réglementaire qui va chercher à
déclencher de l'action de la part des différents acteurs de l'écosystème, en cohérence avec les grandes directives européennes. Donc on peut tout d'abord citer à l'échelle de la personne qui fait l'acquisition d'un véhicule, le particulier, les régimes de bonus-malus écologique qui essayent de réduire le différentiel de prix entre le véhicule thermique et le véhicule électrique. Pour les constructeurs automobiles, ça a été la réglementation CAFE, la Corporate Average Fuel Economy, qui les a beaucoup occupés ces dernières années et qui va les obliger à réduire le contenu CO2 au kilomètre parcouru. C'est jugé sur une maille annuelle à l'échelle européenne pour les véhicules qu'ils vendent. Et en 2021, c'est 95 grammes de CO2 par kilomètre. Il va falloir passer à 59 grammes en 2030. Donc on voit que c'est un effort tout à fait substantiel qui mobilise l'industrie, mais qui est aussi très cohérent avec les récentes annonces de la Commission européenne de juin 2022 de bannir des ventes du neuf le véhicule thermique. La troisième réglementation, c'est la loi d'orientation sur les mobilités qui, là, va mobiliser les gérants de flotte sous certaines conditions de taille, va les obliger à renouveler leur parc avec des véhicules moins émissifs. 10% de renouvellement en 2021 pour aller jusqu'à 50% en 2030. Et puis la dernière réglementation qui la touche les collectivités publiques, c'est la ZFE et ZFEM, donc les zones à faible émission qui ont fait l'objet d'un atelier ce matin et qui va obliger les agglomérations de plus de 150 000 habitants à bannir de leur centre-ville les véhicules qui ont des étiquettes énergie critères supérieurs à 3, à la fois pour des raisons de santé publique et des raisons de réduction d'émissions du CO2. Et ça va concerner 35 agglomérations. Puisque, voilà, tout à fait. Rita, est-ce que vous pouvez nous expliquer la place de l'électrique dans la décarbonation attendue des transports ? Oui, bien sûr. L'électrique est un des leviers technologiques qui va permettre d'atteindre cette décarbonation. On a souvent tendance à penser que c'est le levier majeur pour atteindre cette décarbonation, ce qui est vrai, mais ce n'est pas le seul levier. Il y a également tous nos comportements face à nos déplacements qui vont jouer un rôle important. Donc il est très important de réduire notamment notre demande de transport. On dit souvent que le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Mais ce n'est pas toujours possible. Et donc de sortir du tout voiture n'est pas évident. Donc il y a d'autres leviers tels que le report modal. Donc avoir vraiment un déplacement sur un trajet qui va contenir plusieurs solutions de mobilité. Ou enfin des solutions telles que le covoiturage ou l'autopartage qui nous permettront de sortir de l'autosolisme et donc de ne plus être isolé dans son véhicule, d'avoir moins de déplacements. Donc pas mal d'enjeux. On voit que l'électrification n'est pas la seule solution, c'est ça, mais c'est une des solutions avec des fortes ambitions nationales. Quelles sont ces ambitions nationales en termes de chiffres ? Oui, alors tout d'abord, effectivement, l'électrification est une technologie parmi d'autres. Il faudra également développer d'autres technologies, donc notamment l'hydrogène, le bio-GNV ou d'autres agrocarburants qui vont contribuer à cette décarbonation. Mais pour revenir sur l'électrique, aujourd'hui, le parc de véhicules électriques est estimé à 1 million de véhicules sur 40 millions de véhicules en France. Donc c'est assez faible. Et l'objectif est de pouvoir tripler ce chiffre pour atteindre 3 millions de véhicules d'ici à 2025 et 12 millions d'ici à 2035. Mais pour atteindre cet objectif, il faut des bornes de recharge. Il faut effectivement rassurer les utilisateurs de véhicules électriques sur le fait qu'ils vont pouvoir demain se recharger aussi facilement qu'ils font le plein d'essence aujourd'hui. Et donc d'où l'importance d'avoir ce déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire. Et sur ces bornes électriques, alors ça ressemble à quoi des bornes de recharge électrique ? C'est quoi, Sophie ? Alors, une borne de recharge, c'est un nouvel équipement urbain. Donc d'un point de vue technique, c'est quelque chose qui n'est pas extrêmement compliqué. Vous avez ce type de totem avec des câbles, un certain nombre d'équipements. Ce qui va surtout être important, c'est l'exploitation des bornes. La construction est assez simple. Une fois qu'on a passé la phase d'autorisation par les agglomérations ou les autres autorisations de permis de construire. Mais vraiment, l'exploitation, c'est ça qui va être important pour ne pas décevoir les conducteurs électriques et puis pour que les projets aussi fonctionnent bien. Donc, il y a une emprise sur différents types de fonciers. On a l'occasion d'y revenir et c'est raccordé au réseau. Donc, en fait, pour les utilisateurs, ce sont de nouveaux usages.
pour les financiers, puisqu'il va falloir passer à l'échelle, il va y avoir des millions d'investissements, c'est une nouvelle classe d'actifs qui se rapproche un petit peu des énergies renouvelables. Et pour la société entière, on peut parler d'un nouveau réseau essentiel, au même titre que l'eau, la téléphonie ou l'électricité. Vous partagez, Rita, le point de vue de Sophie ? Oui, bien sûr, je partage. Et je voudrais revenir sur cette notion essentielle qui est l'usage. Parce qu'effectivement, le passage du thermique à l'électrique va engendrer des nouveaux usages qu'on a un petit peu de mal à anticiper aujourd'hui, parce qu'on est au tout début de l'histoire. Mais on a tendance à penser que la majorité de la recharge se passera à domicile, entre 70 à 90% de la recharge qui se fera donc en résidentiel, mais il restera malgré tout donc 10 à 30% de la recharge qui se fera sur la voirie publique, où là il est un petit peu plus difficile d'anticiper les usages futurs. Voilà. Donc pour préciser, je voudrais juste faire une petite précision sur la nature des bornes. Parce qu'effectivement, on parle de bornes privées et de bornes publiques. Une borne privée est une borne à usage privatif, donc qui est installée en résidentiel ou dans les locaux professionnels, alors que les bornes publiques sont des bornes ouvertes au public et qui, elles, sont installées en voirie, donc sur la voirie publique, sur les parkings des centres commerciaux ou encore sur les autoroutes. Voilà. On va justement revenir sur ces segments dont vous parliez à l'instant, Rita. Donc, les segments des bornes dites ouvertes au public et puis les segments des bornes privées. D'abord, comment ça se passe pour le segment des bornes privées, Rita ? Oui. Donc pour les bornes privées, on peut tout d'abord parler de l'habitat individuel qui ne pose finalement pas de difficulté puisque dès lors qu'on est propriétaire de sa maison et qu'on souhaite installer une borne, on prend contact avec un opérateur qui vient installer la borne et on paye sa consommation classiquement au titre de son électricité. C'est beaucoup plus complexe pour l'habitat collectif puisque là, effectivement, il y a une notion donc, de partage et donc l'habitat collectif rencontre des freins. Des freins qui sont liés à la fois au dimensionnement nécessaire pour pouvoir accueillir l'ensemble des bornes de recharge, au coût que va nécessiter le déploiement de ces bornes, et enfin en modalités qui sont nécessaires pour passer à la décision. Et je crois, Rita, que l'habitat collectif dispose de plusieurs dispositifs complexes, même très complexes, c'est oui. ça ? Effectivement, il y a 3 dispositifs possibles aujourd'hui. Donc un résident d'un habitat collectif peut faire appel à ce qu'on appelle le droit à la prise. Donc, il demande le raccordement d'une borne de recharge sur sa place de parking. Et donc là, ce raccordement se fera sur les communs de l'immeuble. Donc, on voit que c'est une solution qui ne peut pas être pérenne puisque l'infrastructure électrique d'un immeuble ne pourra pas supporter un nombre de raccordements important. Donc, dès lors qu'on veut passer à la massification, il est important d'installer ce qu'on appelle une infrastructure collective qui, elle, va bénéficier donc d'un compteur de recharge dédié, donc séparé des communs. Et pour ça, il y a deux solutions. Donc, la solution dite colonne horizontale qui est installée par Enedis. Donc, c'est une colonne horizontale qui va permettre d'avoir cette infrastructure et donc de desservir l'ensemble du parking. Mais chaque résident va installer son propre compteur Linky sur sa place et fera appel à l'opérateur de son choix pour installer la borne et avoir son contrat d'électricité. Ce qui est différent de la deuxième solution, qui est une solution dite de bout en bout, avec un opérateur de borne de recharge qui, lui, s'occupera d'installer l'infrastructure, d'installer la borne de recharge et de mettre en place l'ensemble des contrats, donc électricité et de maintenance qui y sont liés. Donc tout ça a un coût. Et sur ces 3 dispositifs, comment s'est positionnée la Banque des territoires ? Effectivement, donc tout ça a un coût et aujourd'hui, c'était un des freins majeurs pour passer à la massification. Que ce soit dans l'habitat collectif privé ou dans l'habitat collectif social, c'était un frein qui était un peu bloquant pour passer à la réalisation des travaux. Donc la Banque des territoires a créé en janvier dernier Logivolt Territoire, une filiale à 100%, dont l'objectif est de porter le financement de ces infrastructures et de ne réimpacter le coût qu'aux utilisateurs de bornes de recharge. Donc l'offre pour la copropriété privée a été lancée en janvier dernier et l'offre pour le logement social, son lancement est prévu jeudi prochain au congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Parce que ce ne sont pas les mêmes contraintes pour les bailleurs sociaux ? Non, il y a des contraintes un petit peu différentes. Effectivement, quand on est en copropriété privée, pour pouvoir effectuer et installer cette infrastructure collective, il est nécessaire d'avoir l'accord de l'ensemble des copropriétaires. Sauf qu'un copropriétaire qui n'est pas utilisateur d'un véhicule électrique aujourd'hui et qui n'en souhaite pas à court terme était défavorable à payer une infrastructure qu'il n'allait pas utiliser. Donc, voter défavorablement en Assemblée générale et ne permettait pas donc, ne permettait pas la réalisation de ces travaux.
Avec l'offre Logivol Territoire, finalement, c'est une offre qui est sans reste à charge pour la copropriété et seuls les utilisateurs qui se raccordent sont redevables d'un coût qu'on appelle le droit de connexion. Et un utilisateur qui ne souhaite pas se raccorder aujourd'hui, mais qui le souhaite dans 2-3 ans, il le pourra toujours et il sera redevable qu'à ce moment-là de son droit de connexion. Alors que pour le logement social, finalement, il n'y a pas tellement de problématique de prise de décision, puisque le bailleur est seul propriétaire, mais on a malgré tout une problématique de coût, puisqu'il aura à cœur d'apporter une solution pérenne et unique à l'ensemble de ses locataires, donc ce qui fait un coût de travaux assez important, qu'il pourra finalement assez difficilement réimpacter aux locataires, car par nature, les locataires de logements sociaux ont des moyens modestes qui ne leur permettent pas de supporter des coûts supplémentaires. Et donc, avec l'offre Logivol, c'est encore une fois Logivol Territoire qui porte cette infrastructure et qui ne répercute le coût que sur les locataires utilisateurs. Et là, pour pouvoir répondre également à l'enjeu du secteur, le coût n'est pas payé en une fois, comme pour la copropriété privée, mais il est mensualisé. Et donc, ça permet de lisser le coût et de réduire le coût pour le locataire. Dernière précision, c'est que cette offre Logivol Territoire est intermédiée par des opérateurs de bornes de recharge et c'est vraiment à travers eux que l'offre est commercialisée et donc dans un package global pour la borne de recharge et le contrat d'électricité par la suite. Merci pour toutes ces explications, c'est très clair et c'est plus clair. Et d'ailleurs, Logivol, cette opération a bien fonctionné, je crois. Rita, est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer ? Oui, donc pour l'offre copropriété privée, qui est celle qui est effective aujourd'hui, Logivolt a déjà permis l'émission de 3400 devis en Assemblée générale, la signature de 700 contrats, soit un financement de 10 millions d'euros pour Logivol Territoire. Et je pense que ce qui est important de retenir, c'est un potentiel de places raccordables de 14 000 places à ce jour. Donc des beaux chiffres. Merci Rita. On va parler maintenant de l'autre famille, la deuxième famille de projets avec Sophie sur le segment des bornes ouvertes au public, puisque c'est différent, enfin le segment des bornes privées et le segment des bornes publiques que venait nous exposer Rita. Donc sur le segment des bornes ouvertes au public, il s'agit en fait d'ingénierie de projet très différente, puisque dans le premier cas, vous avez des utilisateurs en direct ou via leur copropriété qui ont exprimé un besoin et le besoin est certain et connu. Alors que pour les bornes qui vont être en voirie sur les parkings ou sur l'autoroute, il y a une vraie incertitude de fréquentation. Et c'était justement cette zone d'incertitude mentionnée dans la slide précédente entre 10 et 30%. Puisqu'on ne connaît pas les usages qui vont s'établir. Donc il y a un risque de trafic, il y a un risque marchand, et c'est pour ça que ces projets-là, dans lesquels nous investissons, sont plutôt montés en mode de financement de projet, comme on a l'habitude de le faire sur d'autres actifs. Donc vous voyez sur le dessin qu'il y a en haut un contrat de tête qui est initié par la personne qui lance le projet et qui a l'initiative de ce projet de borne, que ce soit une concession autoroutière, que ce soit une collectivité, que ce soit une grande enseigne. Il va y avoir des baux qui vont être préparés avec les différentes déclinaisons géographiques. Et puis, vous avez cette société projet dont les actionnaires sont souvent composés d'un industriel et d'acteurs financiers à ses côtés, qui vont recruter un constructeur, un exploitant, qui est souvent l'acteur industriel qui est au capital, et qui va déployer le projet. Avec une attention particulière pour qu'il y ait le moins de risques possible qui reste sur la société projet, avec un principe de back-to-back entre le contrat de tête et le contrat d'exploitation, de façon à toujours bien respecter les desiderata du donneur d'ordre de départ. Aujourd'hui, cette classe d'actifs étant assez nouvelle, les projets sont encore beaucoup financés en fonds propres et subventions, qui sont très généreuses, et qui permettent l'amorçage de cette filière. Mais progressivement, on s'attend à ce qu'il y ait du levier avec de la dette bancaire quand les usages seront un petit peu mieux connus, que les premiers projets sortiront de terre et qu'on pourra faire jouer cet effet de levier comme dans d'autres projets. Sur le segment, là vous parlez du segment autoroutier, mais sur le segment plutôt des parkings, c'est différent. Comment ça se passe ? Alors, sur le segment des parkings, donc, il y a une dynamique très forte qui est lancée avec de grandes enseignes comme McDonald's, Carrefour, qui ont lancé des appels d'offres et des consortiums qui ont répondu, des consortiums formés d'industriels avec des partenaires financiers.
C'est une obligation de la loi L'Homme, donc la dynamique est présente et il y a beaucoup de concurrence. C'est des sujets qui sont très regardés, il y a une forte appétence, donc il n'y a pas de problème particulier, cette dynamique est lancée. Et enfin, sur les segments de la voirie publique, c'est différent Alors, aussi. avant la voirie publique, je vous propose de parler un tout petit peu du secteur autoroutier. Oui. Qui, comme les parkings, est très bien lancé. Donc c'était une forte volonté de l'État et une action prioritaire que de pouvoir équiper les 440 aires d'autoroute. Là, on est dans un contrat qui met en jeu des sous-concessions qui sont initiées par les concessionnaires. Et vous avez les SANEF, Vinci, AP2R qui ont lancé ces projets-là. On parle là de projets de très haute puissance, ultra rapides, donc 150 kW, 350 kW, puisqu'il s'agit de redonner l'autonomie la plus importante possible en 30 minutes aux conducteurs électriques. Et puis, sur le secteur des collectivités publiques, sur la voirie publique, qui est le secteur sur lequel je voudrais m'attarder un tout petit peu, je crois qu'on a le temps, c'est vraiment un secteur qui aujourd'hui est un petit peu moins en dynamique par rapport aux deux autres. Or, sur les territoires, ça va être très important pour les collectivités de pouvoir s'en emparer. Et il y a plusieurs manières de faire. Donc, pour les collectivités, il y a une ingénierie amont assez importante à mettre en route. Et c'est là toute la difficulté, c'est que tout d'abord, comme les deux premières dynamiques autoroutières et sur les parkings sont en route, il va s'agir de bien comprendre par un schéma directeur de l'opportunité d'implanter des bornes à un endroit plus qu'à un autre, de bien comprendre les usages futurs, de faire l'état des lieux de l'existant. Et sans cette planification, il y a un très fort risque de redondance, ce qui voudra dire, in fine, des projets qui fonctionneront mal. Donc le schéma directeur, c'est la première chose. La Banque des territoires le cofinance à 50%, donc c'est très intéressant, et à 80% pour l'outre-mer. Il y a aussi des réductions de TURP, donc il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir que de lancer cette consultation auprès de bureaux d'études sur ce schéma directeur. Et puis la deuxième étape aussi indispensable qui est assez délicate, c'est de bien comprendre l'ingénierie juridique qui entraînera des conséquences financières dans lesquelles la collectivité va intervenir. Donc les collectivités ont souvent lancé des projets pilotes avec des dizaines, voire des centaines de bornes. Aujourd'hui, il s'agit de passer à l'échelle. Ce sont des millions qui sont en jeu. C'est une obligation d'avoir une bonne qualité d'exploitation et de fonctionnement. Et donc, il y a tous ces enjeux nouveaux qui peuvent infléchir aussi sur les choix. Donc, les choix d'une collectivité, c'est classiquement le régime in-house. Je fais moi-même dans une régie, mais ça demande de porter tous les financements, d'avoir l'argent pour, de prendre tous les risques, y compris industriels. Donc, ce n'est pas évident d'avoir toutes les compétences en interne. Deuxième possibilité, de faire une société publique locale, où là aussi, il va falloir mettre en œuvre soi-même, même si on pourra déléguer une partie des risques techniques, mais le portage financier sera pour la collectivité. Il y a une façon, avec des plus partagée au niveau des risques, tant financiers que techniques, qui est de passer par des sociétés d'économie mixte ou des CEMOP, sociétés d'économie mixte à opération unique. Et puis, en se mettant encore plus en retrait dans la prise de risque et le besoin de financement, vous avez bien sûr les délégations de services publics qui vont donner un appel d'offres et un cadre dans lequel plusieurs sociétés répondront et seront choisies. Ou encore plus dans un cadre encore plus léger, vous avez la possibilité de lancer un simple appel à manifestation d'intérêt dans lequel la collectivité donnera ses desiderata et sera toujours en contrôle de par les baux finalement qu'elle accordera au projet, puisque dans la convention d'occupation temporaire qu'elle va donner au projet, elle va pouvoir cadrer un certain nombre de choses, notamment quant à la régulation du prix, son souhait sur un prix bas usagé par exemple, le fait qu'il ne puisse pas dépasser un pourcentage d'augmentation, aussi des recommandations sur les lieux d'implantation. Donc on incite vraiment les collectivités, quel que soit le schéma qu'elles choisissent, c'est plutôt quand même sur des schémas qui externalisent les risques pour permettre le passage à l'échelle, à aller vers un dialogue compétitif avec toute cette filière qui est en train de se construire et qui demande en effet des compétences tout à fait particulières.
Mais est-ce que, Sophie, on peut se demander, avec la crise énergétique en ce moment, si justement la solution de la voiture électrique, eh bien, c'est la bonne solution? Alors, c'est une bonne solution, comme l'a dit Rita, ça n'est pas la seule. Bon, d'un point de vue écologique, ce que l'on peut dire aussi, on peut retenir le 6-4-2. Alors, à la production, c'est 6 millions de tonnes de CO2 pour une voiture électrique, 4 millions de tonnes de CO2 pour les batteries et 2 millions à l'usage, sur la base du mix énergétique français qui est fortement décarboné, même s'il est connecté à la plaque européenne. Et ça, ceci se compare aux véhicules électriques qui est à 60 tonnes pour sa production et qui se décompose en 6 millions pour la production, mais 54 tonnes à l'utilisation. Donc on voit bien que les 54 tonnes d'émissions à l'utilisation sur toute la durée de vie, comparées aux deux, réduisent considérablement et font pencher du point de vue du CO2 inexorablement la balance du côté du véhicule électrique. Ça, c'est pour le CO2. Pour les polluants atmosphériques, là aussi, il y a un bilan favorable aux véhicules électriques, mais avec une petite nuance quand même, c'est qu'il reste des émissions de particules fines, puisque il y a des abrasions des freins et des pneus qui sont inévitables et qui correspondent à 55% des émissions de particules fines et qui ne sont pas évitables sur l'électrique, mais il y a quand même un bilan favorable aussi. Et puis après, il y a une question qui est toujours un petit peu anxiogène, c'est la question de la mobilisation de matière pour les batteries. Aujourd'hui, dans les batteries existantes, il n'y a pas de terres rares. Ce sont du lithium, du manganèse, du nickel, du cobalt, qui peuvent se trouver dans des mines où les droits humains et environnementaux sont respectés. Et il faut voir aussi qu'il y a un énorme mouvement pour aller rendre ces batteries conçues de manière beaucoup plus écologique. Donc il y a de l'éco-design qui permettra de mieux le recycler. Et aujourd'hui, il y a déjà 50% du poids de la batterie qui est recyclé. Donc on est quand même sur un paysage un petit peu moins sombre que ce que l'on peut avoir dans nos imaginaires du point de vue de la batterie. Alors, qu'est-ce que vous pensez des critiques justement sur la fabrication de toutes ces batteries et de ces recharges? Parce que voilà, dans l'imaginaire des gens, on sait que la fabrication, la production aussi de ces bornes et de ces recharges électriques n'est pas sans émissions de gaz à effet de serre. Alors, je pense que les inquiétudes sont justifiées, mais quand on regarde les chiffres, il y a des choses qui sont rassurantes et surtout, on est en train d'inventer une nouvelle industrie. Et notamment avec les batteries. Il y a des papiers très intéressants de l'Europe là-dessus, la roadmap batterie 2030. Donc je pense qu'il faut arriver à faire ce shift. Et de toute façon, les énergies fossiles sont une impasse. Donc il faut arriver à la fois à produire en masse des batteries et à faire baisser le coût, et puis à les améliorer considérablement pour qu'elles deviennent un sujet beaucoup moins impactant qu'elles le sont aujourd'hui. Et dans tout le système électrique, il va y avoir aussi beaucoup d'innovations, notamment sur les smart grids. Donc le véhicule ne sera plus seulement considéré comme preneur d'électricité, mais il pourra aussi en restituer quand il y aura un marché de l'effacement qui sera organisé. Il va y avoir aussi de plus en plus d'offres duales ça va pousser à la construction de nouveaux parcs ENR pour avoir le combustible proposé en même temps que l'équipement. Donc en fait, il faut aussi faire un petit peu confiance à l'innovation. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans cette direction. Faisons confiance. Merci Sophie, merci Rita. Eh bien, on va passer au temps des questions. N'hésitez pas. Donc, il y a Margot qui va passer avec son micro pour poser des questions. Mesdames, merci. Vous venez juste d'évoquer le sujet d'innovation qui est un sujet très important, effectivement. Et il y a beaucoup de subventions qui existent aujourd'hui de votre part et c'est très généreux et c'est très bien. Mais je ne vois pas l'innovation dans les déploiements des bornes comme une valeur demandée, exigée. On demande toujours des bornes classiques, alors qu'on sait que, par exemple, les Smart Grid que vous évoquez, c'est un sujet important qui va nous venir très rapidement. Pourquoi ne pas l'inciter ou éventuellement valoriser d'ores et déjà dans les cahiers des charges que vous exigez ?
Oui, c'est une bonne idée. On pourrait avoir dans les cahiers des charges que moins les sociétés projets aient bien conscience de ça. Il y a quand même un certain nombre d'innovations avec la question du traitement des pics de transport, puisqu'on ne pourra jamais satisfaire pendant les grands déplacements autant de conducteurs électriques. Donc plutôt que d'avoir des bornes raccordées, il y a des systèmes mobiles aussi. De bornes mobiles qui viennent et qui sont déplacées au gré des fortes demandes de déplacement. Ça vaut aussi pour les centrales, les stations balnéaires par exemple. Donc ça c'est une chose. Il y a une amélioration sur l'analyse de cycle de vie et sur les matières pour les bornes. Il y a un constructeur qui a fait, une start-up plutôt, qui a fait une première étude d'ACV sur le sujet. Donc progressivement c'est en train de se mettre en route. Bonjour, ma question va dans la suite de celle qui vous est posée. Il existe déjà des innovations qui proposent des bornes groupées, verticales, dont on est représentant, puisque c'était le projet lauréat du dernier salon des maires et des collectivités pour les infrastructures. Et je dois vous dire qu'on a un certain mal à communiquer un peu avec vous, Madame, pour ces nouvelles infrastructures. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, aucun des appels d'offres ne délimite, enfin nous limite dans ce que l'on fait. Donc dès le départ, on est blackouté par la conception de l'appel d'offres qui pense la borne unique. Vous savez, les bornes, ça me fait penser au parcomètre. Au début, on avait un parcomètre avec de l'argent, on ramassait des pièces. Après, il y a quelqu'un qui a créé un parcomètre avec un seul poteau et de bornes. Puis après, il y a quelqu'un qui a créé un parcomètre pour la rue. C'était plus facile. Et puis maintenant, c'est sur un iPhone. Aujourd'hui, on est un peu dans cette histoire de la borne électrique parce que nous, on fait des bornes collectives qui font un 4 en 1. On fait de l'énergie, on la stocke. On stocke 100 voitures partagées sur l'espace de 10 places de voitures. Vous voyez. Et on fait du data et potentiellement on traite des ICU. C'est-à-dire que si les maires et les collectivités nous ont pris, je revendique là l'innovation auprès de vous en disant ça, c'est qu'on ne fait pas intervenir l'argent public. On est en autofinancement et bien soit, alors je ne sais pas d'où ça vient, la presse n'écoute pas le Salon des maires et les innovations. Je pense qu'on a eu un retentissement assez fort, mais ce n'est pas venu jusqu'à vos oreilles et on n'est pas placé sur les appels d'offres. Et en plus, on ne demande pas d'argent public. On a un modèle de financement. Si vous voulez, je vous l'exposerai à un autre moment bien volontiers. Mais je pense qu'il y a une fracture, et peut-être vous en êtes témoin, puisque vous avez dit un peu cela aussi, c'est qu'il y a de l'innovation, l'espoir est dans l'innovation, mais qu'elle n'est pas toujours mise en avant. On met les problèmes, mais on ne parle pas assez des résolutions que beaucoup d'entreprises proposent. L'entreprise qui est devant moi aussi propose beaucoup d'innovations, et d'autres ici que je ne connais pas. Et je crois qu'il faudrait peut-être nous ouvrir un peu la porte. Écoutez, j'entends tout à fait ce que vous nous dites. Je crois qu'il y a Gauthier Châtelu qui a envie de répondre à votre sollicitation. Oui, bonjour à tous. On a eu, c'est vrai, plusieurs fois cette discussion. Je voulais juste rappeler nos modes d'intervention à la Banque des Territoires sur les schémas directeurs. On n'est pas prescripteur. C'est vraiment le rôle des collectivités territoriales de prescrire. La loi encadre la manière dont ils doivent faire leur schéma directeur. Nous, on leur donne un coup de pouce pour le financer, mais on n'a pas de rôle de prescripteur. Elles doivent en garder la responsabilité. Comme elles ont complètement la responsabilité de lancer les appels d'offres ou les appels à manifestation d'intérêt ou la manière dont elles voudront les déployer et les faire déployer ensuite. Donc ça, c'est pour rappeler, malheureusement, on n'est pas non plus les donneurs d'ordre directs sur ces projets. Le deuxième point pour rappeler comment la Banque des Territoires intervient, c'est que nous, on est investisseurs dans les projets sur lesquels on a pu avoir à la fois
des pouvoirs publics quand ils sont concernés, des promoteurs privés, des clients qui nous mettent dans un écosystème où on a un modèle financier qu'on est capable de mesurer par rapport à l'usage qui va être fait de cet investissement. Donc on est prêt, évidemment, on regarde toutes les innovations. On vous présentait Station E ce matin, qui est sur des bornes territoriales, qui associe, pas les mêmes choses que vous, mais du télécom, en gros, du service local et des bornes de recharge. Mais à chaque fois, on regarde très volontiers les innovations, mais effectivement, on a besoin d'avoir le modèle financier, notamment les engagements des utilisateurs ou bien identifier la demande pour pouvoir développer les projets. Donc ce qu'ont présenté Sophie et Rita, voilà, nos actions sont dans ce cadre-là, soit parce que c'est des stations publiques d'usage et on est capable de modéliser l'usage progressif qui en est fait, soit parce qu'il y a des engagements de clients qui vont venir permettre de rentabiliser les investissements. On n'est qu'un investisseur, on essaye de connaître au mieux possible, et c'est ce que vous ont montré Rita et Sophie ce matin, on essaye de vraiment connaître le mieux possible ce secteur, mais on ne peut pas aller plus loin que ça, on n'est pas financeur de l'innovation, on est financeur de solutions déployées avec des clients, etc. Donc effectivement, on en a parlé plusieurs fois, il y a une difficulté d'atteindre le modèle, hein, donc, comme toutes les innovations, on est prêt à les suivre le jour où le modèle économique aura été un petit peu maturé. Peut-être un petit complément sur nos modes d'intervention. Donc, en effet, on intervient comme investisseur en fonds propres à la maille de projets uniques, de sociétés projets, mais aussi on peut monter des plateformes avec un engagement en fonds propres un petit peu plus important pour des tickets plus importants jusqu'à 50 millions, de façon à donner un petit peu de visibilité et de profondeur de champ à l'industriel. Et de pouvoir se mettre d'accord sur une manière d'investir ensemble et de déployer tout ceci. Je rappelle, sur les aides, on apporte 50% sur le schéma directeur et on est partenaire de mise en œuvre des subventions européennes dans le cadre de l'AFIF, Alternative Fuel Infrastructure Finance. Et dans ce cadre-là, on vous aide à remettre le dossier auprès de la Commission. La Commission étant libre, bien sûr, de décider si les subventions sont octroyées ou pas, mais ayant déjà bénéficié de l'instruction de la Caisse des dépôts de la Banque des Territoires. D'autres questions ? Alors comment, pour conclure cet atelier, comment inciter justement les collectivités à accélérer leur passage à l'action sur le sujet ? Alors, je crois que c'est à chaque collectivité de se mettre en route. Les outils sont là. Je pense que dans les prochains mois, on va voir sortir de terre tous les projets qui sont dont on a parlé, là, qui sont dans la première vague. Et je parle bien d'une première vague parce que ce qui va arriver après prendra en compte nécessairement des innovations, comme vous l'avez mentionné, monsieur, qui sont aujourd'hui pas là, et on est sur des systèmes assez simples parce que ce sont les premiers projets et qu'il faut déjà les mettre en route. Donc la planification, je pense que c'est vraiment ça, la première impulsion, c'est de donner pour la collectivité l'impulsion par le schéma directeur et la mise en cohérence avec tous ces autres documents territoriaux. Et puis après, la prise de décision de son modèle, et là, les collectivités savent bien où nous trouver. Puis un bon dialogue, j'imagine, aussi compétitif avec des industriels également. Oui, tout à fait. Donc une fois que ces deux préalables sont faits, ou en même temps, les collectivités ont déjà des contacts. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un contact à un moment donné, un peu documenté, avec un marché et une taille d'investissement. Et puis d'avoir pu aussi se rendre compte, en ayant parlé avec différents acteurs industriels, des solutions possibles. Et donc, on encourage évidemment à ce dialogue compétitif bien avant les mises en concurrence, les appels à manifestation d'intérêt ou les DSP. Et là, nous, on peut être un petit rouage dans l'écosystème, et on peut vous recevoir, bien sûr, monsieur, vous ou d'autres, mais on ne peut pas non plus se mettre à la place des collectivités. Donc, on essaye de pousser dans ce sens le déploiement des bornes dans l'écosystème. Et dernier point, je crois, Rita, qu'il y a un livre, enfin, il y a la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC qui va sortir un guide, c'est ça, le panorama des cas d'usage d'IRVS
Quand est-ce que sortira ce guide ? Oui, effectivement, c'est un guide qu'on a réalisé donc, avec cette chaire. Il est déjà disponible, donc il est sorti il y a 2 jours. On vous invite à aller le télécharger sur le site de la Banque des Territoires. Ça résume un petit peu tout ce qu'on vient de vous expliquer, donc avec plus de détails. Et voilà, c'est à votre disposition, n'hésitez pas. Et juste pour finir, pour également, comme l'a bien dit Sophie, pour tout projet que vous pouvez avoir dans vos territoires, nos directions régionales qui sont présentes et qui sont territorialisées sont à votre disposition. Donc vraiment, n'hésitez pas à les solliciter. Et pour Logivol Territoire, il y a également les équipes de Logivol qui sont à votre disposition. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact. Et nous restons bien évidemment après l'atelier pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. On a bien compris, grâce à vos témoignages, que les bornes de recharge arrivent sur les territoires, dans nos maisons, dans nos copropriétés, les HLM également, sur les parkings, les autoroutes ou en voirie publique. C'est un sujet majeur, donc avec de nouveaux usages, un nouveau réseau essentiel, et la Banque des Territoires vous accompagne sur chacun des segments, que ce soit pour les bornes primatives avec résidentiel ou des bornes ouvertes au public en territoire. Merci à toutes les deux. Bon printemps des territoires.